Nous allons traiter d'un sujet évidemment non seulement sérieux mais crucial, comme tu l'as rappelé Pierre, qui évidemment concerne énormément notre pays et en particulier nos entreprises. Et quand on dit entreprises, on pense aux petites, aux grandes, tous secteurs confondus, mais aussi aux emplois, à la population et donc à la prospérité générale. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de passer en revue un certain nombre d'éléments. Je ne suis pas une spécialiste, contrairement à l'excellente présentation qu'a fait de moi Pierre, une généraliste très convaincue de l'importance pour notre pays d'avoir des relations de voisinage étroites avec nos voisins proches. Nous le verrons tout à l'heure, ils pèsent très lourd dans notre commerce, mais aussi avec les voisins un peu plus éloignés de cette grande Europe qui est aujourd'hui sous très forte pression. Pensons à l'invasion de l'Ukraine qui n'en finit pas. Saluons l'hospitalité et le rôle pivot que joue la Genève internationale. Je pense que c'est important que ce canton puisse démontrer au monde entier, y compris outre-Sarine, que la Suisse romande non seulement existe, mais pèse lourd. Voilà, c'était mon propos introductif. On m'a dit que parmi vous, certains étaient des experts, d'autres un peu moins, donc je vais chercher le juste milieu. Ceux qui se fatigueront, je les verrai parce qu'ils vont commencer à consulter leur portable. C'était pas une mise en garde, c'était une boutade. Je suis une Tessinoise, j'ai un sens de l'humour parfois un peu britannique. Allez chercher l'erreur. La voie bilatérale, on va évidemment énormément parler, c'est un sujet de très très grande actualité. Et ce que je voudrais souligner avec cette représentation graphique, c'est que nous sommes dans la continuité. C'est la raison pour laquelle nous parlons de bilatéral 3. Fort heureusement, un wording, un mot qui a été très rapidement repris et qui a certainement aussi été, j'imagine, lancé peut-être même par le PLR, mais qui en tout cas s'est implanté dans les esprits pour le plus grand malheur de leurs opposants qui essayent de vendre cette négociation comme un traité de soumission. À la base, donc en 72, nous avions un accord de libre-échange. Aujourd'hui, et même avant les bilatérales 3, nous avons un très très dense réseau d'accords. Nous avons plus de 140 accords, dont beaucoup sont techniques, avec l'Union européenne, et donc une voie bilatérale qui est une solution unique au monde. Seule la Suisse dispose de cet édifice qui repose, comme vous le voyez, sur des accords sectoriels, donc pour certains secteurs d'activité, un accès facilité au marché qui est le sujet du jour, et nous y tenons tous, j'imagine ici, aujourd'hui, eh bien, un système qui préserve la démocratie semi-directe, qui préserve notre fédéralisme, qui préserve notre souveraineté. Et ce sont des éléments fondamentaux. Dans cet édifice de plus de 140 accords, je ne sais pas si vous pouvez lire, mais nous avons des accords de coopération extrêmement importants, notamment ceux dans la recherche et l'innovation, avec la participation à des programmes extrêmement importants et bien dotés financièrement de l'Union européenne, qui sont un facteur d'innovation dans notre pays et d'attractivité pour des talents et des chercheurs du plus haut niveau. Vous hébergez ici, ou nous hébergeons, devrais-je dire, notamment le campus biotech, l'université de Genève, qui a une expertise extrêmement reconnue mondialement, et notre voisin vaudois, les PFL, qui collaborent très étroitement aussi avec les instituts genevois. Donc, formation, recherche, de la coopération et bien sûr des questions de sécurité. N'oublions pas qu'aujourd'hui, sans l'accord de Schengen-Dublin, nous ne pourrions pas refouler des requérants d'asile qui auraient été déboutés dans un pays européen. Ce sont des éléments aussi de coopération policière qui sont extrêmement importants. Nous le dirons et redirons tout au long de ces années. Notre police serait, et ce sont ses propres termes, aveugle et sourde sans le système Schengen-Dublin, des bases de données extrêmement spécifiques et pointues.
Aujourd'hui, je crois que le titre dit tout, nous sommes réellement, et sans faire de catastrophisme, à la croisée des chemins. Pourquoi? Eh bien parce que depuis 2008, donc ça fait un certain temps ou un temps certain, l'Union européenne souhaite que la Suisse conserve son accès au marché intérieur, mais ait un level playing field, à savoir que nos entreprises et interlocuteurs respectent aussi les règles européennes et les reprennent dans certains domaines pour lesquels nous avons un accord. Ce sont ces fameuses questions institutionnelles dont vous a parlé la professeure Épinay lors du premier atelier. Rappelons juste qu'il s'agit d'un mécanisme en cas de divergence de vue entre nous et l'Union européenne, qui passe par in fine par un tribunal arbitral. Et sous question institutionnelle, il y a aussi la question de la reprise du droit européen. Je m'empresse de préciser, pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant et qui auraient été déjà déboussolés par Boussole Europe, qu'il n'y a que 6 accords sur 140 qui sont soumis à la reprise dynamique du droit. Et par reprise dynamique, ça ne veut pas dire que nous n'aurons plus notre mot à dire, nous pourrons saisir un référendum et, le cas échéant, refuser une adaptation au droit dans des accords très précis, et en particulier ceux 4 qui sont ceux de l'accès au marché. Enjeu important est donc croiser des chemins parce que depuis plusieurs années désormais, hélas, faute d'avoir réglé ces questions institutionnelles, d'avoir trouvé un consensus avec l'Union européenne, eh bien, les accords actuels ne sont plus mis à jour. Je vous en donnerai un exemple tout à l'heure, et c'est ce que nous appelons, c'est un terme communément utilisé, l'érosion de la voie bilatérale. Les accords, pour la plupart, sauf un, celui sur le transport aérien, sont statiques. À chaque fois que la technologie, la technique ou la protection des consommateurs ou dans la santé, certaines normes sur les machines aussi se modifient en Europe, eh bien, l'accord que nous avons avec l'Union européenne, lui, ne change pas. Donc, à chaque fois, il faut renégocier accord par accord avec l'Union européenne. Ça prend du temps au détriment de la Suisse. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir accélérer le tempo tout en préservant notre démocratie semi-directe. Et puis, et c'est très important, vous en entendrez beaucoup parler, il y aura de nouveaux accords, notamment un qui nous tient particulièrement à cœur, c'est celui pour l'approvisionnement électrique du pays. Vous êtes certainement conscient que la Suisse, malgré ses barrages et ses futurs parcs éoliens et ou solaires sur les Alpes, ne produit pas suffisamment d'électricité, raison pour laquelle nous sommes des importateurs pendant l'hiver, moment où nous consommons le plus. Et un mot-clé qui vous est certainement familier, eh bien, c'est la prévisibilité. En bon PLR, vous savez à quel point la prévisibilité est essentielle, surtout et aujourd'hui plus que jamais, dans un monde extrêmement incertain, dans un contexte géopolitique très très difficile. Et j'ouvre une parenthèse publicitaire. Je salue l'excellente opinion qui a paru hier d'Alexandre de Senarclan, qui contextualise justement cette question de la prévisibilité dans un monde où la loi du plus fort, hélas, prévaut. Merci, Monsieur Trump, avec lequel, néanmoins, nous négocions avec grand sérieux et espérons trouver une solution d'ici au mois de mars. Nous verrons. Alors, l'importance du marché européen, l'importance du marché européen, deux chiffres. Je ne suis pas une fan des chiffres, mais 2 chiffres à retenir. Nous exportons en Europe 51% de nos marchandises. Vous voyez, c'est l'orange très clair. Aux États-Unis, destination aussi très importante, c'est 18%. Et vous êtes tous conscients des vicissitudes de nos entreprises exportatrices, notamment horlogères et des machines. Lorsque M. Trump nous a imposé, c'est 39%. Donc vous imaginez si nous avions des moments difficiles avec l'Union européenne, ce serait bien d'autres conséquences. Et sur votre droite, vous avez les importations, ce sont des chiffres de 2024.
nous importons au total 71% de nos marchandises de l'Union européenne, ce qui est relativement logique puisque ce sont nos voisins. En provenance des USA, c'est seulement 6% d'importation et la Chine seulement 8%. C'était pour replacer, disons, les choses dans leur contexte. L'année passée, nous avons demandé à un institut renommé et parfaitement neutre idéologiquement de nous réaliser une expertise avec une mission précise. Que se passerait-il? Quelles seraient les conséquences pour la Suisse si nous devions supprimer les bilatérales 1, donc essentiellement les accords d'accès au marché? Quelles seraient les conséquences en 2045? Et voilà les résultats. Donc, au-delà des chiffres, le PIB sera inférieur de 7,1%. Peut-être que pour certains, ça ne veut rien dire. Concrètement, ça veut dire beaucoup moins de croissance, beaucoup moins d'emplois, beaucoup moins de prospérité dans notre pays. Et la raison principale de ce résultat, eh bien, ce serait la suppression de la libre circulation. Il nous manquerait tellement de talent que nous ne pourrions plus, en clair, faire tourner la machine. Et y compris dans les hôpitaux, et on ne parle pas uniquement des entreprises. Je vous invite à lire l'étude. Pour ce qui est des bilatérales 3, donc maintenant on entre dans le vif du sujet de l'accès aux marchés étrangers. Vous voyez à l'écran les 4 accords d'accès au marché. Quand on parle d'accords d'accès au marché, ce sont ceux-ci. Le premier, c'est l'accord pour la reconnaissance mutuelle. En français, c'est un accord qui supprime les obstacles techniques au commerce. Le deuxième, c'est l'accord sur le transport aérien, transport terrestre et puis, évidemment, la libre circulation des personnes. Alors, si vous êtes d'accord, nous allons brièvement passer en revue ces accords. Avec l'accord, peut-être avant de passer en revue chaque accord, un élément important. Vous voyez à l'écran la nouveauté avec les bilatérales 3. Qu'est-ce qui changerait par rapport à aujourd'hui? Eh bien, nous aurions une mise à jour régulière et garantie de ces 4 accords grâce à la reprise dynamique du droit dont je viens de vous parler, sachant qu'on peut s'opposer à un élément. Et évidemment, en conséquence, l'Union européenne pourrait prendre des mesures de compensation, pas de rétorsion, de compensation qui devraient toutefois être proportionnées. Si elles ne le sont pas, nous recourrions au tribunal arbitral formé d'autant de juges suisses que de juges européens. Nouveauté aussi avec les bilatérales 3, en cas de... pardon, je viens de le dire. Un autre élément, ce sont les mécanismes de surveillance des aides d'État qui concernent le transport terrestre et aérien. La Suisse a très bien négocié et nous n'en doutions pas. Évidemment, il n'y a aucune influence sur l'agriculture. Et je pense que c'était un élément fondamental si nous voulions avoir la moindre chance de convaincre nos concitoyens et paysans. Alors, l'accord qui supprime les obstacles techniques au commerce, qu'est-ce que c'est? On l'appelle ARM pour simplifier. C'est un formidable accélérateur de mise sur le marché de produits. Vous les voyez à l'écran, ça va de la machine à des équipements techniques, à de l'électronique, à des câbles, notamment pour nos téléphones, pour nos ordinateurs, véhicules pour l'agriculture, véhicules tout court, automobiles, des produits pour la construction, des produits de santé, les jouets de vos enfants ou petits-enfants selon votre âge, des éléments chimiques aussi. Donc, l'accord sur les obstacles techniques au commerce, en français, ça veut dire qu'il suffit d'une seule certification. Admettons qu'une entreprise suisse crée cet outil qui m'aide à faire avancer mes slides. Elle veut le commercialiser en Europe, parce que le marché suisse est trop petit avec ses 9 millions d'habitants, dont certains sont encore des enfants, donc vous ne pourrez pas se l'acheter. L'entreprise suisse veut commercialiser en Europe. Avec cet accord, elle certifie que cet outil est sûr, répond aux normes, etc. Ici en Suisse, elle peut le vendre immédiatement dans tous les pays de l'Union européenne.
Autrement, et c'est le cas aujourd'hui des medtech, de l'industrie de la technologie médicale, l'entreprise suisse fait certifier en Suisse pour le marché suisse et doit faire recertifier le même objet, le même produit, dans un pays de l'Union européenne, ce qui signifie évidemment des coûts supplémentaires, vous pouvez bien l'imaginer, des tracas administratifs et une mise sur le marché retardée. Donc là, on est tous concernés comme citoyens, puisqu'il s'agit à la fois d'un accord qui nous permet de vendre nos produits en Europe plus facilement et plus rapidement, mais aussi de pouvoir en importer de l'Union européenne. Pardon. D'où, vous voyez en bas à gauche, le fait que les consommateurs en bénéficient aussi directement, puisque nous pouvons offrir une gamme de produits plus importante ici en Suisse à des prix plus bas, puisque les entreprises européennes elles-mêmes ne doivent pas recertifier leurs produits chez nous. On peut dire très clairement, et différentes études le démontrent, que cet accord est un accord très important et qui pèse lourd, aussi parce que assez rarement un objet ou un produit, quel qu'il soit, n'est constitué que de composants suisses ou de composants français. Vous savez que les chaînes de valeur sont toujours plus imbriquées et étroitement liées, de sorte à ce que beaucoup de nos petites et moyennes entreprises sont de fait des sous-traitants d'entreprises suisses plus grandes, mais aussi d'entreprises européennes. Et tout se tient. Donc, plus on complique la vie à nos petites et moyennes entreprises, plus, évidemment, notre tissu économique en ressent. Cet accord n'a plus été mis à jour depuis 2018, je le disais en préambule, puisque nous n'avons toujours pas réglé ces fameuses questions institutionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis 2018, le secteur des technologies médicales subit des conséquences, que je vous présenterai dans un instant. Mais le point d'alerte, vous pouvez dire, oui, les medtech, bon, ok, c'est un secteur niche, etc. Non. C'est que dans quelques années, cet accord doit être mis à jour aussi pour des secteurs extrêmement importants de notre économie, à savoir l'industrie des machines, qui pèse très lourd, et dont le principal client est l'Union européenne. La construction est aussi directement concernée, et ensuite la pharma. Cet accord est mis à jour par secteur, vous l'aurez compris, hein, distillé dans le temps. Les premières victimes, les medtech, les prochaines le savent déjà. Et il y a 4 ans déjà, dans l'industrie des machines, qui est membre évidemment d'Économie Suisse, certains entrepreneurs nous disaient très clairement, j'ai commencé à préparer les plans pour avoir un pied en Europe, pour éviter de devoir refaire la bureaucratie. Ce n'est pas des menaces de délocalisation ou autre, c'est le bon sens et la responsabilité d'un entrepreneur d'anticiper s'il voit arriver un gros risque. Alors, par conséquent, ce que nous craignons le plus, c'est un frein aux investissements en Suisse. Concrètement, l'entreprise se dit, bon, alors, autant produire une partie de la production en Europe, et puis du coup, bon, pourquoi pas un petit bout de recherche et développement, si déjà, et évidemment, ça s'appelle une délocalisation partielle, lente, pas souhaitée, pas souhaitable, mais qui vient de fait. Ici, vous avez l'exemple donc de ces fameux objets de technologie médicale. Cette medtech est une industrie relativement peu connue du grand public, mais ça peut être votre hanche, votre valve du cœur, enfin, toutes sortes d'instruments aussi pour opérer dont nous n'avons même pas idée, fort heureusement. Elle représente quand même 95% de ces entreprises sont des petites et moyennes entreprises et 45% de leurs exportations sont destinées à l'Union européenne. C'est quasiment 1 franc sur 2 qui est gagné dans l'Union européenne. Et elles sont, on peut en être fier, des leaders mondiaux dans leur secteur. Eh bien, depuis 2018, ces entreprises doivent être certifiées en Europe. Leurs produits doivent être certifiés. Une mise à jour d'un produit aussi, pas uniquement les nouveaux produits. Vous voyez ce que ça implique en francs
30 à 100% de coûts supplémentaires, c'est pas rien pour une PME. Rien que pour ces questions de certification, sans compter le fait que votre produit est mis sur le marché beaucoup plus tard, parce qu'il faut du temps, et sans compter que donc du coup vous sentez que notre pays perd en attractivité, en compétitivité. Maintenant, on va passer au secteur des transports. L'accord dit ATT, si ça vous intéresse. Donc, le transport, c'est routier et ferroviaire. C'est un accord aussi qui date de 1999, donc de ce qu'on appelle les bilatérales 1. Il facilite très clairement le transport des marchandises et des personnes, les deux. Donc, vous voyez l'importance pour l'économie aussi concernant les marchandises. Et ce qu'on a constaté, c'est très clairement qu'il rend la logistique beaucoup plus efficace. Et c'est très important pour la population et nos autorités politiques, c'est que cet accord nous a permis d'ancrer contractuellement notre fameuse RPLP, redevance poids lourd, qui génère quand même environ 1,5 milliard de francs par année, dont 25% sont payés par des camions européens. On ne crache pas sur cet argent qui a permis notamment de cofinancer le tunnel de base du Gothard. Et ce même accord nous a aussi permis d'ancrer et de faire reconnaître par l'Union européenne notre souhait de protéger les Alpes. Vous vous souvenez, certains d'entre vous ont voté, interdiction aux camions de circuler la nuit, le dimanche, limite des 40 tonnes. Pourquoi ces bilatérales 3? Qu'est-ce qu'elles vont nous amener concrètement? Parce qu'au fond, c'est ça la question que tout le monde se pose. Eh bien, davantage de connexions ferroviaires entre la Suisse et l'Union européenne, au sein de l'Union européenne, vers la Suisse. Et nous avons obtenu, vous voyez, une liste de garanties. Franchement, on est peut-être un petit pays, mais en tout cas, nos négociateurs sont tout sauf mauvais. Il n'y a qu'à, faut que monter à Bruxelles pour voir comment ils se donnent. Respect de l'horaire cadencé, priorité au trafic intérieur, et j'en passe et des meilleurs. Et puis, éventuelle intégration ou reconnaissance aussi de notre fameux abonnement général ou demi-tarif. Ça peut intéresser des gens, Même si les trains en Italie coûtent moins cher qu'en Suisse, ça peut être un plus. Davantage de connexions donc ferroviaires, c'est aussi dans le sens pour lequel nous nous sommes engagés comme pays de réduction. De quoi? Des émissions de CO2, non? Ah, peut-être qu'il n'y a pas un enthousiasme délirant pour la question. Enfin, bon, les prochains invités s'y attelleront. Accord sur le transport aérien, accord stratégique. Alors ici à Genève, je pense qu'il ne faut pas vous faire trop de dessins sur la question. Vous êtes tous conscients de l'importance de ce bel aéroport, extrêmement important, qui tient haut le drapeau de la Suisse romande, parce que sinon il n'y a que Unique Zurich, Unique Central. Évidemment, pour nous, c'est aussi extrêmement important pour les entreprises, bien sûr pour la population qui sera en vacances ou en voyage d'affaires, mais c'est aussi extrêmement important parce que certaines marchandises ou voyages d'affaires se font évidemment aussi par avion. Et donc voilà, avec cet accord, nous aurons des facilités, enfin avec cet accord, avec la mise à jour grâce au bilatéral 3, nous aurons des facilités supplémentaires pour nos compagnies aériennes qui décollent depuis Genève. Vous voyez, on m'a fait un très très beau slide, je le trouve extrêmement clair. Des compagnies suisses pourront desservir Genève-Paris. Bon, vous me direz, so what, déjà aujourd'hui? Non, de Paris à Marseille. Et donc, ça veut dire prendre des clients à Paris qui vont à Marseille, qui ne sont pas partis de Suisse. Ne pas cracher sur ça. Neuvième liberté, ils appellent ça le cabotage, bon, c'est un terme un peu technique. Des compagnies suisses, de nouveau, pourront assurer des vols depuis un pays européen sans faire escale. Donc c'est quand même, je pense, il n'y a pas la ministre des Finances, mais nous avons ici une conseillère d'État qui est bien consciente de l'importance de l'aéroport. Et donc, voilà une raison de plus pour soutenir ces bilatérales 3.
Je passe sur des éléments de détail, enfin de détail non, mais j'entends, vu le peu de temps que nous avons en disposition, cet accord nous permettra aussi, grâce au bilatéral 3, de participer à la coordination européenne du trafic aérien. Ce sont des éléments extrêmement importants, je ne veux pas les sous-estimer, mais je ne suis pas une experte dans la matière. En tout cas, on sait que si les tours de contrôle ne s'entendent pas entre elles, il y a plus qu'un problème de parachute. Libre circulation des personnes. Alors là, ça chauffe un peu plus. D'ailleurs, je n'ai pas choisi le fond de la couleur, mais par hasard, l'intelligence artificielle l'a fait sortir en une sorte de rouge sang. Libre circulation des personnes. Le mot n'est pas bien choisi parce que c'est la libre circulation des travailleurs. Ah, on voit qu'on est au PLR quand même. Sur ce graphique, vous voyez la demande de travailleurs indigènes, donc c'est la ligne qui monte, et l'offre de travailleurs indigènes. Indigènes, ça veut dire des personnes, peuvent être suisses ou pas, mais qui sont résidentes en Suisse. Là, ça ne tient pas compte des frontaliers. Et on a fait faire une étude qui est arrivée à la conclusion quand les personnes du baby-boom, donc qui vont prendre la retraite, qui sont en train de prendre la retraite, et les besoins des entreprises, mais aussi des services publics étatiques, eh bien, nous aurons un manque de personnel en effectif plein temps de 460 000 personnes. Ce sont des prévisions, des estimations, mais ça donne l'ordre de grandeur. Par conséquent, eh bien, cette libre circulation, elle nous sera plus utile que jamais. D'autant que dans les pays qui nous entourent, ils ont le même problème de pénurie de main-d'œuvre, de vieillissement de la population, de très faible natalité, donc peu d'enfants. Je crois qu'on est à 1,2 enfants. Alors, je ne sais pas comment on fait pour calculer les 0,2. Mais tout ça pour vous dire que on est là face à et nos conseillers nationaux savent de quoi on parle. On est face à une situation préoccupante, concrète, factuelle, et par contre des fantasmes ou des croyances ou des mythes concernant ces Européens qui viendraient nous piquer notre travail, courir à l'assurance sociale le premier jour d'atterrissage ou d'arrivée à la frontière suisse. Il y a beaucoup, hélas, de ces croyances parfaitement fausses, mais qui circulent. Alors on aura tous un exemple autour de nous, éventuellement, de quelqu'un qui a plus de difficultés à retrouver un emploi à un certain âge, etc. Mais ce n'est pas une raison pour diaboliser de la main-d'œuvre, j'aime pas le terme, du personnel européen dont nous avons besoin. Et il faut encore rappeler que la libre circulation des travailleurs présuppose que la personne démontre qu'elle a soit un emploi, soit qu'elle ait des moyens suffisants pour vivre. Avec les bilatérales 3, eh bien, nous gagnons aussi au jeu, puisque nous entrons dans un système qui n'est pas nouveau, nous restons dans la libre circulation, mais l'Union européenne, entre-temps, a fait aussi ses propres expériences et a ancré le principe qu'il faut que les personnes aient du travail. C'est pas que vous êtes en Allemagne où vous dites tiens je vais en Espagne puis je recours au chômage ou l'inverse. Et le principe de l'intégration, il est fondamental pour le vivre ensemble. S'intégrer, c'est notamment apprendre la langue et pas rester dans une tour d'ivoire. Et avec les bilatérales 3, nous aurons aussi la chance de pouvoir répondre à une partie des préoccupations de la population, c'est-à-dire une qui est essentielle, que nous entendons partout et que nous voyons aussi dans les sondages, à savoir d'avoir la possibilité d'actionner cette fameuse clause de sauvegarde qui nous permet de limiter l'arrivée de travailleurs européens en cas de grave, et c'est vraiment comme ça que c'est écrit noir sur blanc, en cas de graves problèmes économiques ou sociaux. Nous l'avions
cette clause de sauvegarde depuis le départ, mais elle n'était pas explicitée. Et avec les bilatérales 3, c'est le cas, nous avons un nouvel article. Je parle au présent parce que je suis une personne optimiste. Nous aurions, diront les esprits chagrins, nous aurons une clause de sauvegarde qui nous permet de limiter l'immigration européenne dans certains cas. Ah, mais non, l'Union européenne n'en voudra pas. C'est écrit dans l'accord. C'est pas une question je veux ou je veux pas. Si nous ne trouvons pas, si la Suisse estime que c'est nécessaire, elle présente l'information au comité mixte où il y a les politiques des deux parties. Si le comité mixte, qui est un comité politique, dit « Oh, mais vos problèmes économiques ou sociaux ne sont pas si graves », tant pis, on monte au tribunal arbitral et on dit « Voilà », et au pire, on l'actionne et il y aura quelques mesures compensatoires. Mais on est doté d'un instrument qui est extrêmement important. Maintenant, je ne vous dis pas que les entreprises de notre pays, ou les hôpitaux, ou les écoles, ou les autres services, chauffeurs enfin, les transports publics, vont être super contents si le canton de Genève ou du Tessin devait dire « Ouh là 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 là, il y a un gros souci, on ferme les tuyaux, on ferme le jus. » Non. Mais ce sera possible. Ce sera possible. Et un autre élément, évidemment, qui est très important, notamment et pour les travailleurs, mais aussi pour les syndicats, eh bien, c'est que la garantie de la protection des conditions de travail en Suisse et la lutte contre le dumping salarial soit inscrite de manière encore plus claire et que la Suisse puisse maintenir des mesures efficaces pour lutter contre les abus aux assurances et notamment à l'assurance sociale. Ça, je vous l'ai expliqué. Je laisserai les chambres fédérales, évidemment, devront discuter des seuils, des critères pour pouvoir activer cette clause de sauvegarde, donc fermer le robinet. Et il y aura certainement des critères comme l'immigration nette, le nombre de frontaliers, le taux de chômage, le taux d'aide sociale, mais il y aura aussi des critères comme pénurie de logement et autres. Donc je ne sais pas comment le canton de Genève va s'en sortir. Ça risque d'être plus touchy que dans Caschwitz ou Unterwalden, mais vous aurez beaucoup de travail et on vous souhaite bonne chance. On vous épaulera autant que possible parce que dans nos membres, évidemment, certains craignent d'avoir des restrictions importantes. Et on peut le rappeler aussi, la Suisse a bien négocié puisque nous avons une reprise partielle d'une directive européenne dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle la directive sur la citoyenneté. Bon, là aussi, toutes sortes de fantasmes et d'arguments fallacieux circulent. Précisons que cette directive, nous ne la reprenons que très partiellement. Précisons qu'elle ne concerne que des travailleurs détachés, à savoir des personnes qui travaillent pour une entreprise européenne, qui viennent ici en Suisse pour quelques jours, 1 ou 2 semaines de travail. Et que ça représente 0,1% des actifs en Suisse. Bien. Ceci prémis, nous avons obtenu de très importantes exceptions parce que nous voulions éviter que voilà, la terre entière arrive chez nous. Et donc, ce point-là a été réglé à la satisfaction des partenaires sociaux, à savoir des commissions paritaires, des cantons qui jouent un rôle important et des entrepreneurs. Élément aussi qui devrait être de nature à rassurer, en particulier certains milieux, eh bien, c'est que nous avons obtenu une clause de non-régression. Terme un peu abscon, en français, ça signifie que les conditions de travail suisses ne peuvent pas se détériorer par rapport à la situation actuelle, même si l'Europe devait les péjorer. Conservation des acquis. Peut-être que ce public n'y est pas très, comment dire, attaché, ou oui, peu importe. Pour certains milieux, c'était une question de vie ou de mort et de soutien ou pas au bilatéral 3. Et je pense que c'est essentiel. Et pour un autre milieu, eh bien, il y a la dernière phrase, c'est l'expulsion des criminels étrangers est maintenue,
Et ça, c'est évidemment aussi important pour la campagne à venir. Et il faut que j'accélère. Donc, je vais très brièvement... Hop. Est-ce que vous aviez compris qu'Économie Suisse soutenait les bilatérales 3? Bien. Donc, je peux passer au slide suivant. Et juste comme petit récapitulatif pour la nuit et surtout pour faire un peu de militantisme dans les rues dès demain matin à 7 heures, les conséquences d'un refus, eh bien, les voici et elles sont, alors là, je ne rigole plus, elles peuvent être extrêmement graves. Ce dont il faut se rendre compte, c'est que le Conseil fédéral a tiré la prise de l'accord cadre il y a quelques années et je ne sais pas quelles sont les chances de pouvoir renégocier dans un temps proche si nous devions redire non merci, même les bilatérales 3, on n'a pas tout obtenu, on n'en veut pas. Or, nous savons que l'érosion de la voie bilatérale va se poursuivre, que nous avons un accord transitoire pour ce qui est de la recherche et de l'innovation, donc l'accès à Horizon Europe, et nous savons aussi qu'il n'y a pas d'alternative aussi bonne que la voie bilatérale. En tout cas, les milieux économiques que je représente ne veulent ni d'une adhésion à l'UE, ni d'une adhésion à l'EE, et nous sommes convaincus que l'accord de libre-échange de 72, même modernisé, ne nous permettrait jamais d'avoir une étendue de coopération dans notre intérêt aussi forte que la voie bilatérale. Donc, ce sur quoi je conclus avec un slide qui n'est pas fait pour vous créer une insomnie nocturne, mais pour vous éveiller au combat. Nous avons le 13 mars prochain, quasi certainement, le message du Conseil fédéral, puisque la consultation s'est clôturée en fin d'année passée. Message du Conseil fédéral qui sera analysé de bout en bout par tous les acteurs qui regarderont si leur réponse à la consultation a été prise en compte. Le Parlement enchaîne immédiatement avec un travail extrêmement conséquent, des débats qui seront certainement fiévreux. Parfois, j'utilise des termes un peu bizarres parce que je suis italophone, tessinoise. Et selon certains de nos alliés politiques, il est très peu probable que les chambres fédérales réussissent à terminer le traitement avant les élections fédérales. Donc la votation, nous partons du principe, parce qu'il y aura un référendum, soit obligatoire, soit facultatif. La votation devrait avoir lieu en 2028. Et selon les souhaits du Conseil fédéral, que le Parlement pourrait évidemment changer, on devrait voter sur 4 objets distincts sous la coupole des bilatérales 3. Un pour chaque nouvel accord, santé, électricité, alimentation, merci. Et puis ce qu'on appelle le volet institutionnel, dans ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Mais avant cela, il y a une autre montée de l'Everest. Non, on ne peut pas dire du Cervin, restons chez nous. C'est déjà pas facile. Eh bien, c'est l'initiative dite des 10 millions d'habitants, Stop aux 10 millions d'habitants, de l'UDC, qui veut limiter la population à 10 millions d'habitants, sur laquelle nous savons désormais que nous voterons le 14 juin. Ça fait dans 4 mois. Alors, ça, c'est le premier combat. Parce qu'évidemment, cette initiative de l'UDC redit, ce qu'elle a déjà essayé de faire passer à 2 reprises, qu'il faudrait que la Suisse résilie la libre circulation des personnes en cas d'acceptation dès que nous aurions atteint les 10 millions d'habitants. Elle laisse 2 ans au Conseil fédéral pour soi-disant négocier, il n'y a rien à négocier. Donc on devrait, en supprimant la libre circulation, en renonçant à la libre circulation, on a la clause guillotine, les bilatérales une tombe, les accords que je vous ai présentés tout à l'heure tombent, et il y a là, Allah Akbar, on verra. En fait, cette initiative UDC, si elle devait passer au niveau national,
provoquera certainement des remous auprès de nos partenaires européens qui ont négocié une première fois, une deuxième fois avec nous, et puis bon, ils devraient accepter évidemment la décision populaire, hein. Ça c'est la moindre des choses, ça c'est certain, mais de là à dire qu'ils vont être enchantés, qu'il n'y aurait pas des réactions du Parlement européen, la porte est ouverte aux hypothèses. Donc nous devons tout faire, et je dis nous, d'autant que le PLR a le lead de cette campagne. Nous les soutenons en coulisses, Économie Suisse, je peux le dire devant les caméras parce que c'est de quasi-notoriété publique, puisque nous sommes pour le moment la seule source de financement d'ailleurs. Mais le plus important pour vous, c'est de vous dire qu'il faut déjà qu'on gagne le 14 juin, parce que sinon, voyez, un peuple qui dit non, je veux pas la libre circulation, un des piliers de la voie bilatérale, tout ça pour aucun train supplémentaire, pour aucune autoroute supplémentaire, pour aucun logement supplémentaire. Mais le risque de signal est très très important sur cette votation parce qu'on peut se dire j'ai rien à perdre. Tant qu'on n'est pas arrivé à 9,5 millions d'habitants, il ne va rien se passer. Oui, mais à 9,5 millions, on y est relativement rapidement, d'une part, et d'autre part, à 9,5 millions d'habitants, le Conseil fédéral serait obligé de prendre des mesures sur l'asile. Mais ce n'est pas pour nous le sujet principal et numériquement, ce n'est pas non plus la question. Mais sur le regroupement familial, vous voulez faire venir un médecin en Suisse ou un ingénieur, peu importe, il peut venir, mais sans la famille, sans l'épouse, sans les gamins, ou sans le mari, hein, parce qu'il ne faut pas être sexiste. Je ne sais pas. Le pays est beau, on vit bien en Suisse, le ski est sympa, mais est-ce que vous venez quand même? Voilà. Donc, nous terminons par une image que m'a créée ChatGPT et que je trouve pas mal. Elle fait un peu UDC, mais en l'occurrence, nous sommes dans un combat. Non, mais je ne critique pas le parti, nous travaillons, et il faut le dire face caméra, sur beaucoup d'objets. Vous êtes d'accord aussi aux chambres fédérales, donc c'est pas la question. Mais voilà, quand on est dans un combat, on est dans un combat. ChatGPT a eu l'illustre idée de me faire une fusée suisse. Alors, nous n'avons pas de fusée suisse, mais nous avons une société ou des sociétés qui approvisionnent l'aéronautique suisse. Visiblement, ChatGPT est devenu plus intelligent. Alors, vive les bilatérales 3 et merci de votre engagement.